Bonsoir. Du coup, merci d'être là déjà, et puis de nous donner l'opportunité de présenter Unseen Labs. Alors c'est aussi une startup du New Space, mais on n'a pas grand-chose à voir en termes de taille, volume, chiffres avec OneWeb. Ni de marché. Ni de marché. Mais voilà, à notre échelle, on va vous montrer qu'il y a les très grosses startups du New Space, et il y a aussi les tout petits. Nous, par exemple, on a fait le projet à 6 personnes. Et donc voilà, on va faire un petit peu un brief de comment on a fait tout ça, et vous expliquer le... Mais ceci dit, la définition de startup reste la même. Pas de revenus pendant quelques années, en espérant beaucoup de revenus. Voilà. Ça marche. Très rapidement, on va se présenter. Donc moi, c'est Jonathan, on est frangin, je suis l'aîné. Enfin, il y en a un autre au-dessus, mais voilà. Donc moi, mon parcours, c'est école d'ingénieur, Supélec, et après, je travaillais dans les télécoms aussi. Et après, je suis allé rapidement travailler dans l'industrie du spatial, donc qui en France, pour l'instant, se passe beaucoup à Toulouse. Donc pour Airbus Defence and Space, donc je connais très bien la maison. Et donc j'ai travaillé sur des systèmes optiques, donc des images de l'imagerie telle qu'on peut voir sur Google Earth, et des systèmes un peu plus spéciaux qui font un peu le cœur du métier d'Unseen Labs maintenant. Et donc moi c'est Clément, je suis le petit frère. J'ai travaillé aussi dans le spatial. Donc moi, ma formation c'est ingénieur aussi dans l'aviation civile à Toulouse. Donc j'étais expert en trafic aérien et système critique de trafic aérien. J'ai travaillé quelques années dans la R&D à Toulouse de l'aviation civile. Puis j'ai cherché un domaine un peu plus excitant et un peu plus pushy que l'aviation civile. Donc j'ai basculé dans le spatial. Je travaillais pour le CNES pendant quelques années sur le développement des futurs systèmes de contrôle et commande satellites. Donc c'est en gros comment on parle et on discute avec un satellite en l'air. Ce qui faisait qu'à deux, on avait un spectre à peu près complet d'une mission satellite simple. Et il y a quelques années, on s'est dit, voyons ce qui se passe à l'étranger dans le monde du New Space. Parce que des choses arrivaient notamment des États-Unis, et les premières boîtes purement privées qui devenaient opérateurs de satellites grâce à une technologie qui s'appelle les CubeSatellites. On vous en dira un petit peu plus tard, mais qui sont en gros des très petits satellites. Là, on parlait de satellites OneWeb qui sont déjà des satellites assez petits. Nous, on est plutôt de l'ordre d'une dizaine de kilos. Et donc, en voyant ce qui se faisait à l'étranger et que ça fonctionnait, et voyant qu'il y avait peu d'initiatives en France, on s'est dit, tentons l'expérience. Donc on a commencé par rentrer en Bretagne, à la maison, parce qu'on connaissait bien l'écosystème de création d'entreprise, parce qu'on connaissait bien, c'est une grande ville de télécoms, mine de rien du spatial c'est beaucoup basé sur les télécoms, les algorithmes et l'informatique de manière générale. Et donc voilà, on est rentré et puis on a lancé ça en 2015. Donc très rapidement, l'avancée du projet jusqu'aujourd'hui. Donc comme on a dit, création de la boîte en 2015 à 2. Très vite on a lancé les travaux de R&D. Sur un sujet un peu particulier, parce que Jonathan a été expert de ce qu'on appelle le renseignement électromagnétique. Peut-être que tu peux expliquer. Oui, donc je peux expliquer rapidement. Donc les satellites, donc nous on fait de l'observation de la Terre. Donc il y a deux grandes branches dans le spatial. Il y a les télécommunications, télécommunications et l'observation de la Terre. Après il y a tout ce qui est science, exploration du système solaire, les GNSS qu'on appelle un petit peu tout ce qui est GPS, tout ça. Donc nous on est sur l'observation de la Terre. L'observation de la Terre, on peut prendre des images, mais on peut aussi capter d'autres types de signaux. Nous, on capte des signaux radiofréquences, donc tous les objets qui émettent des ondes radio dans toutes les bandes de fréquences, et ce qui nous permet de faire de la localisation d'émetteurs au sens général. Voilà. Donc la charge utile, au lieu d'être un télescope ou un appareil photo qui prend des images, notre charge utile est composée d'antennes qui captent des signaux radio et qui les enregistrent, sur lesquels on applique des traitements et qui nous permettent de rendre un service. Voilà. Donc, différents services. Donc voilà, du coup, en gros, le cœur d'Unseen Labs, c'est vraiment le design, la production et l'opération en orbite de charge utile de renseignement électromagnétique. Donc c'est-à-dire que c'est un projet d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on segmente bien, on fait ce qu'on sait faire. On sait faire du renseignement électromagnétique et de l'opération satellite. Typiquement, on ne développe pas les plateformes satellites. On y reviendra après. Donc pour ça, on s'est entouré des experts du domaine. Chacun a bien son domaine précis de travail. Et nous, c'est la charge utile. Donc en 2015, on a lancé directement les travaux de R&D. Dès 2016, en fait, c'est un petit peu vous expliquer que l'écosystème français est mine de rien pas si défavorable que ça à la création d'entreprise. C'est que 2016, on a eu un gros coup de pouce du ministère de la Recherche. On a gagné un concours qui nous a permis de financer pendant 3 ans en interne la R&D sans avoir recours à du financement bancaire, par exemple, ou de la levée de fonds.
Et on a concrétisé comme tout ça parce que ça reste du spatial à pas trop cher, mais il s'agit de mettre des satellites dans l'espace. Donc il s'agit de dépenser 500 000 € de kérosène en 3 minutes. Pour faire le plein, quoi. Pour faire le plein. Et ça, les banques aiment pas trop financer ça, étonnamment. Donc on a fait en 2018 une levée de fonds. On a levé 7,5 millions d'euros pour pouvoir déployer les premières étapes de notre constellation. Donc voilà. Donc on parle d'une technologie, d'une volonté de faire du renseignement électromagnétique depuis l'espace via une société privée. Mais quand on veut être privé, indépendant des États ou d'argent public, il faut que tout ça soit basé sur un business model, mine de rien, qui, à bout d'un moment, permet de faire vivre la boîte. Donc on avait une capacité, on avait des connaissances, et l'idée c'était à quoi est-ce qu'on peut l'appliquer, quel marché est assez dynamique en ce moment pour accepter de nouvelles données spatiales, et surtout quel marché on a besoin. Donc en gros, notre filière technologique de R&D nous permet de faire plein de choses. On a choisi un premier marché qui est mine de rien assez facile à expliquer, qui est peu adressé et qui a une forte dynamique. Donc c'est quand même un bon marché pour commencer. Donc c'est la surveillance maritime. La planète est grande, elle est de plus en plus petite au vu de notre perception tous les jours, mais en fait elle reste très grande, en particulier dans les océans. Et donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent assez loin de nous et avec peu de contrôle. Donc comment ça fonctionne la surveillance maritime pour l'instant? Il y a un vieux système qui s'appelle l'AIS qui à la base permet de faire de l'anti-collision entre les navires. Donc ils échangent des signaux radio avec leur nom et leur position. Ça leur permet d'éviter de se rentrer dedans. Et ce système-là a été utilisé depuis une dizaine d'années, on va dire, pour ces messages-là entre bateaux. Ils sont captés depuis l'espace par des satellites qui captent l'AIS et qui leur permettent de localiser les navires. Alors c'est basé sur les bonnes conduites des capitaines et des armateurs en général. C'est-à-dire que si cette balise est coupée, le navire il est beaucoup plus difficile à repérer. On peut toujours utiliser des systèmes optiques, faire des belles images haute résolution, sauf que ces images-là elles sont toutes petites et quand il y a des nuages on voit rien. Et entre différencier un petit navire d'un rocher avec une vague, c'est pas encore très facile à faire. Donc nous, on s'est dit, on va utiliser d'autres types de signaux émis par ces navires, dont on ne parlera pas là, même on ne répondra pas à la question, qui nous permettent de localiser ces navires et de les caractériser. Voilà, donc ce qui fait la base d'un beau service de surveillance maritime un peu innovant. Alors le principe, c'est pas de dire qu'on fait mieux que toute la surveillance maritime existante, c'est une donnée et un service qui est complémentaire à ce qui existe déjà et qui résout des problématiques. Donc juste très rapidement quelques chiffres sur l'écosystème marin de manière générale. Ce dont on a peu conscience, c'est la quantité de fraude qui se passe dans les océans. Parce que comme le disait Jonathan, vu qu'on sait à peu près pas où sont les navires une fois qu'ils sont quittés les bords de côte, il y en a pas mal qui en profitent pour faire ce qu'ils veulent. Des choses un peu marquantes, c'est un poisson sur 5 que vous mangez, même en France, provient de la pêche illégale. Donc quand on parle de sauvegarde des ressources naturelles actuellement, c'est une vraie catastrophe dans les océans. Il y a des pays du monde, c'est encore pire qu'ici. Le dégazage aussi, c'est un gros problème. Les bateaux qui profitent des zones un peu troubles pour nettoyer leurs cuves. Il y a eu des cas concrets cet été. Il y a un bateau qui a fait naufrage au large de Bordeaux, par exemple, avec une nappe de pétrole attendue pour 5 jours plus tard. On s'est rendu compte que les nappes de pétrole sont arrivées une journée plus tard. En gros, tous les bateaux du coin en ont profité pour venir dégazer dans la zone et en faisant passer leur pollution par la pollution accidentelle. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont totalement incontrôlables actuellement, ou d'une manière très compliquée. Et enfin, on se rend compte que 90% du trafic mondial passe par les bateaux, et c'est en constante croissance par an. C'est plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bateaux de fret par an qui sortent des usines. Donc c'est vraiment un marché gigantesque qui est très peu contrôlé. Donc là, c'est pour revenir vite fait sur ce que disait Jonathan tout à l'heure. Oui, je vais répéter un petit peu. C'est repérer des navires, c'est soit par l'image, donc c'est les petites images. Donc quand on veut fouiller une zone, il faut tasquer un satellite, on appelle ça, pour faire une sorte de mosaïque d'images qui coûte cher et on n'est pas sûr de trouver en temps ce qu'on cherche. Il y a d'autres types d'images qui sont les images radar. Donc là, c'est le satellite qui émet une impulsion et qui récupère qui repère des masses métalliques en fait. Donc là, c'est indépendant de la météo, c'est un peu plus grand en termes de ce qu'on appelle la fauchée, c'est la largeur de l'image au sol, mais ça demande des analyses, et ça demande des humains dans la boucle encore pour l'instant, des spécialistes des images radar, parce que une image radar, ça ressemble à rien. Il faut des gars qui ont l'habitude de lire ça. Et donc il y a de la place pour un nouveau type de données, qui est de la surveillance électronique.
Donc voilà, globalement, pour résumer, ce que notre projet, le vrai projet d'Unseen Labs, le premier service qu'on veut ouvrir, c'est la surveillance maritime, en utilisant encore une fois une constellation de satellites. Donc nous, c'est en orbite basse, encore plus basse que les OneWeb, on est entre 500 et 600 km d'altitude, et sur une gamme de satellites qui s'appelle les nanosatellites, parce qu'ils sont d'un poids compris entre 1 et 10 kg. Donc pour la petite histoire, ce sont des satellites qui sont apparus en Californie au début des années 2000 dans les universités, qui ont été très utilisés pour des travaux universitaires, de recherche, de formation des ingénieurs, et qui maintenant sont assez au point pour être utilisés opérationnellement par des compagnies privées. Donc d'abord aux États-Unis, et maintenant en Europe, et puis nous, on en profite. Voilà, donc c'est vraiment juste un petit résumé. Oui, alors on peut préciser que c'est les petits satellites, hein, c'est une petite boîte à chaussures, une boîte à bottes, mais en termes de performance, en fait, l'électronique a fait tellement de progrès en termes d'ordinateurs de bord, les panneaux solaires sont de plus en plus efficaces. C'est un petit satellite, mais c'est un vrai satellite. C'est-à-dire qu'au niveau performance, c'est comparable. Ça commence à être comparable avec des plus gros satellites, pour un prix qui est une centaine de fois inférieur. Voilà. Donc ça fait pas tout le job, mais ça commence à faire une bonne partie du job. Et du coup, comme disait Jonathan, le prix commence à être accessible pour des PME comme la nôtre. En gros, si on se compare à une production industrielle classique, avec une grosse machinerie qui va coûter 1 ou 2 millions d'euros, et on en est à peu près au même niveau. Ce qui nous permet à nous de déployer des constellations de quelques dizaines de satellites. On n'a pas les mêmes exigences de latence que la communication, donc on peut se permettre d'avoir des constellations un peu moins grandes. Mais voilà, c'est-à-dire que des projets de quelques dizaines de personnes peuvent opérer et lancer et déployer en orbite des constellations complètes, ce qu'on est en train de faire. Donc, pour l'histoire, on en reviendra après, mais donc notre premier satellite a été lancé cet été de Nouvelle-Zélande, donc avec Rocket Lab. On fera un petit point sur ça. Ce qui fait que, en fait, avec ce niveau technologique pressant dans l'espace, ça nous permet en moins d'un mois et demi de pouvoir ouvrir notre service commercial. C'est-à-dire que là, notre satellite il est en très bonne santé, tout se passe très bien, on parle tous les jours avec lui, et on peut déjà livrer à nos premiers clients dès le mois d'octobre 2019, avec un tir en août, les premières données commerciales, et commencer à engranger du chiffre d'affaires réel de notre service. Et il faut vraiment voir que c'est une sorte de record, hein, parce que commissionner un satellite en 3 semaines et demie, ça demande de la préparation, et il faut que le plan se déroule correctement, et ça a été le cas. Donc pour l'instant, il n'a pas explosé, tout va bien. Et voilà, donc on est assez content. Donc c'était un peu les premiers, on n'a pas fait d'annonce publique encore, et ça va venir au niveau, mais tout fonctionne et le service va ouvrir. Donc c'est assez cool. Et du coup, comme vraiment l'objectif c'est d'avoir une constellation pour avoir la plus grande quantité d'informations à vendre à nos clients, et surtout la quantité d'informations la plus fraîche possible, voilà, les prochains lancements sont déjà prévus pour Q2, deuxième trimestre de l'année prochaine. Et le plan, maintenant que la première étape, qui est un petit peu pour une toute petite société comme la nôtre, la plus importante, hein, imaginons un crash du premier satellite, un échec. Alors c'est pas la mort de la boîte, mais ça devient compliqué à justifier. Là, tout fonctionne bien, donc le plan va pouvoir se dérouler comme prévu. Les financements sont... Et on peut dire un petit mot sur le cycle industriel aussi, qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment des toutes petites machines. Donc on profite un peu. Donc nous, on est, comme Clément le disait, on est des ingénieurs à la base. On fait ce qu'on sait faire et on fait un montage industriel, ce qu'on appelle. Et la deuxième génération de satellites est déjà plus que 2 fois plus performante que les premiers, parce que donc on utilise des composants qui ont fait leur preuve en vol, et après il suffit de brancher le fil rouge sur le fil rouge et le fil bleu sur le fil bleu. En gros c'est ça, et on va très vite en termes de techno. C'est aussi un avantage d'avoir ces petites machines. Donc voilà, maintenant pour la présentation de la boîte, ça peut pas terminer. On va vous expliquer globalement l'écosystème du New Space, ce dont on a profité, un petit peu comment on a vécu ça. Donc, première étape, c'est quand on est 2 personnes en 2015 en France et qu'on va voir des incubateurs et qu'on leur explique qu'on va développer une constellation de satellites. Ça peut être compliqué à faire comprendre. Alors on le dit pas comme ça, parce que ça fait trop peur, donc on y va par étapes. Voilà, mais vraiment, c'est là où il faut surtout s'appuyer sur les écosystèmes existants, qui sont en France ou à l'étranger. Il faut toujours rester focus sur ce qu'on sait faire. L'idée, c'est pas de partir dans tous les sens. On insiste, mais vraiment, nous, la plateforme satellite, c'est pas notre métier, donc on achète des choses qui fonctionnent, ça permet de dérisquer le projet et d'avancer. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc pour la petite histoire, la vidéo que vous voyez là, c'est la mise en orbite de notre satellite. Donc c'est la séparation du premier et deuxième étage.
Deuxième étage qui contient les satellites, quelques minutes avant l'injection sur orbite. Donc, en gros, en quelques points qui nous paraissent importants, qu'est-ce que c'est que le New Space en 2019 c'est déjà des avancées technologiques. Comme disait Jonathan, nous, ce qu'on utilise dans nos satellites, c'est des équivalents de téléphones portables. Les satellites institutionnels, quelques centaines de millions d'euros, ils vont pas mettre les derniers processeurs que vous avez sur vos iPhones, sur vos données Samsung, parce que dans 3 ans, dans l'espace, ils sont morts. Sauf que nous, nos satellites vont vivre entre 3 et 5 ans, et ont un coût bien inférieur. Donc on peut se permettre de mettre ça, ce qui nous permet d'avoir étonnamment une vitesse de calcul relativement bien supérieure même à ce qui se faisait dans l'état de l'art il y a quelques années. Ça nous permet de communiquer vite, de faire de la process en ligne, en orbite, et de vraiment d'avancer sur ça. Et on peut faire un petit point sur la redondance. Un satellite, il ne faut pas qu'il tombe en panne, parce qu'un satellite de télécom, on en parlait à la première conf, un géostationnaire, c'est 80 millions de dollars de revenus par mois, ça doit être plus maintenant. Donc le satellite, il vit un mois de plus, voilà, en fait, l'équation. Donc les systèmes sont très redondants, on appelle ça la redondance interne. Nous, on mise plutôt sur la redondance externe, c'est-à-dire que nos satellites, ils coûtent pas cher, on peut en envoyer souvent, on avance technologiquement, on choisit les briques technologiques dans le flux de l'entreprise et du développement technologique. Donc c'est ça, c'est une approche différente. Donc après les autres points, on a un petit peu à parler, c'est la réduction des coûts. Il y a une chose qui est très importante, nous on en parlera très rapidement après, c'est l'accès plus facile à l'espace, parce qu'encore une fois, on va profiter des autres sociétés du New Space, comme Rocket Lab, qui développe des nouveaux types de lanceurs. Nous, par exemple, Rocket Lab, c'est une toute petite fusée qui fait une vingtaine de mètres, qui permet de mettre 150 kg en orbite basse. Ça intéresse pas du tout les gros industriels, mais pour nous c'est juste parfait. C'est des gens qui ont des cycles de travaux très courts. Avec eux, le travail se fait en moins de 6 mois, entre les premiers contacts téléphoniques et la mise en orbite. Donc c'est quelque chose de complètement inimaginable actuellement en spatial. Et voilà. Donc c'est vraiment, comme on le disait, on insiste, et utiliser l'écosystème mondial qui permet de faire ce qu'on a fait. Donc on va le lancer un peu vite. Et l'écosystème français. Là, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses en France, il y a des concours, il y a beaucoup de financement, de R&D, d'innovation, donc il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là. Voilà, encore une fois. Oui, là, sur cette slide-là, on bandit sur l'écosystème vraiment du New Space, c'est-à-dire que Rocket Lab, c'est pas SpaceX, quoi. C'est des petites fusées, donc eux, ils font pas réatterrir leur fusée. Le carburant est trop cher pour eux. 1 kilo de carburant, c'est quelques grammes en moins en orbite. Donc ils ont choisi des approches différentes. Il y a encore de l'innovation en termes de réutilisabilité. Et donc eux, ils ont choisi une approche technologique différente, c'est récupérer leur premier étage avec un parachute, un hélicoptère. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça continue à bouger et c'est le New Space, quoi. Pour la petite histoire, tout à l'heure, on parlait d'impression de fusée. Eux, typiquement, ils impriment leur moteur de fusée entièrement en 24 heures. Donc c'est juste, ils appuient sur un bouton, 24 heures après, ils ont un moteur de fusée fonctionnel. Mais encore une fois, on ne dit pas que c'est mieux, on dit que c'est différent. Ça répond à un besoin différent. Donc on n'aime pas le terme all space. C'est voilà, ni new space. Il y a place pour tout le monde, en fait. Ça on l'a déjà dit, c'est notre tir le 19 août dernier en Nouvelle-Zélande. On va accélérer un petit peu. Donc, je crois qu'on a déjà parlé. Donc c'est le tir en live. Donc on était sur place. On s'est fait notre séminaire d'entreprise à 8 en Nouvelle-Zélande. Il y a pire, je vous le garantis. Et oui, ça c'est un petit peu pour la blague, mais dans une petite PME de 10 personnes, New Space dynamique, on peut se permettre de communiquer différemment. À base de bière et de Stan Smith, ce genre de choses. On s'en prive pas. Donc voilà. Là, c'est nos différents contacts. On essaie d'être un peu à jour sur les réseaux. C'est pas notre cœur de métier. Et je vous propose, pour terminer, je dois regarder une petite vidéo promo du service qu'on lance. Voilà, ça vous expliquera un petit peu plus. The Unseens.
switching off their beacons to become untrackable, threatening security, endangering the environment, compromising safety. Now is the time to open your eyes with Unseen Labs CubeSats Constellation, the dedicated maritime surveillance service based on electromagnetic intelligence. For all boats, including non-cooperative vessels. We trace, you track. Here, there, everywhere. Now you know. See the unseens.